Ils sont bien encadrés. Au cas où quelqu'un décolle. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Symposium und zu dem ersten Podium, das der Frage nachgeht, Revolte oder Revolution, Motive und Ziele einer Demokratiebewegung. Ich möchte vorweg sagen, Entschuldigung, dass ich Deutsch sprechen werde, ich verstehe aber sozusagen, was meine Podiumsteilnehmer sagen, also von daher, je vous prie aussi de prendre les trucs là, parce que je vais poser les questions en allemand. Et ah, vous n'avez pas de... Ah. Ok, parfait. Okay. Gut, also das ist wie gesagt die erste von 3 Podiumsdiskussionen und ça marche? Il n'y a pas? Il faut mettre le 6. Okay. Genau, und es geht, wie gesagt, um Motive und Ziele der Protestbewegung, die es vor einem Jahr geschafft hat, mit einer Art friedlichen Revolution den Langzeitherrscher Compaoré zu stürzen. Mein Name ist Isabel Pfaff, ich bin Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung in München und dort zusammen mit dem Korrespondenten zuständig für die Afrika-Berichterstattung. Als vor einem Jahr die großen Städte in Burkina Faso von den Protesten erfasst wurden, haben wir das in der Redaktion natürlich auch sehr genau beobachtet und waren schließlich sehr beeindruckt davon, was dort gelungen ist. Also quasi ein möglicher Auftakt eines afrikanischen Harmattan, wie ich jetzt gelernt habe. Das ist ein Begriff, den ich sehr gerne übernehmen würde. Haben wir noch die... Vous entendez? Okay, très bien. Ja, jetzt sitze ich hier mit einigen Protagonisten dieses Aufstands und ich muss auch sagen, dass ich sehr froh bin, mit Ihnen allen hier zu sitzen und dass es Ihnen gut geht, denn bis vor ein paar Wochen sah das ja noch nicht danach aus. Wir haben schon über den Putschversuch geredet, der zum Ziel hatte, die mühsam errungenen Übergangsstrukturen zu zerstören und es ist diesen Militärs nicht geglückt und darüber freue ich mich heute ganz besonders. Ja, deshalb sind wir eben heute hier und können uns quasi all dem widmen, was dem Sturz von Blaise Compaoré vorherging, also den Voraussetzungen der Proteste, den Zielen und den Strategien. Mit mir auf dem Podium sitzen, ich fange hier drüben an, Samska Ledia, Aktivist und Reggae-Musiker, aber der seine Bekanntheit wahrscheinlich vor allem auch seiner Radiosendung verdankt, die er bis 2012 moderiert hat. Er ist Sankarist, ein Erbe Thomas Sankaras und inzwischen auch dadurch, dass er Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung Balai Citoyen ist, auch selbst zum Idol für die burkinische Jugend geworden. Zu meiner Linken sitzt Moussa Diallo. Er ist hier für die Gewerkschaft Confédération Générale du Travail du Burkina, die auch Teil der Bewegung gegen das teure Leben war und damit auch maßgeblich an der Revolte 2013 und 2014 beteiligt. Die CGT ist eine Art Dachverband für verschiedene Gewerkschaften und es gibt sie seit 1988. Zu meiner Rechten sitzt Aziz Fall. Er ist Politologe und Panafrikanist und wir haben schon vorher ein bisschen was über ihn gehört. Er ist Mitbegründer von Grilla und leitet eben auch das Kollektiv aus Anwälten und anderen Persönlichkeiten, die die Kampagne gegen Straflosigkeit führen, also die Kampagne zur Aufklärung des Mordes an Thomas Sankara. Ganz rechts sitzt Humanist, er heißt mit bürgerlichem Namen Patrice Traoré und er ist auch ein Musiker, ein franco-burkinischer Hip-Hop-Künstler und eben auch Aktivist. Er ist Koordinator des Balai Citoyen der burkinischen Diaspora in Frankreich und von ihm stammt ein sehr berühmter Song, Pays des Hommes Intègres, also Land der aufrechten Menschen, der kurz vor dem Sturz von Compaoré herausgekommen ist und damit ein bisschen prophetisch war. Ja, damit wären wir komplett. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass wir zunächst eine Runde hier auf dem Podium machen. Ich werde versuchen, die nicht so lange zu halten, weil wir jetzt ja ein bisschen von unserer Zeit abgeknapst bekommen haben. Und wir werden also hier einigen Fragen nachgehen und dann aber auch bald die Debatte für Sie, für das Publikum öffnen. Und ich möchte eine Regel aufstellen, also sowohl für alle hier auf dem Podium als auch für das Publikum.
sich einfach möglichst kurz zu fassen, damit wir möglichst viele verschiedene Aspekte hier besprechen können. Ja, dann würde ich direkt einsteigen und meine erste Frage betrifft die Ursprünge der Protestbewegung. Also welche Probleme hat sie sich zum Ziel gesetzt? Also was hat sie überhaupt zur Protestbewegung gemacht? Welche sozialen Probleme? Welche Ziele hatte sie letztlich? Und ich würde einfach mit Samska Lydia anfangen und würde das gerne von ihm wissen. Bonjour et merci de nous accueillir ici à Berlin pour partager, je parle de partage parce qu'on en apprend également avec les grands frères qu'on rencontre ici, avec les frères qu'on rencontre. Les mouvements de contestation originent les difficultés qu'on rencontre et autres, si j'ai bien compris votre question. Déjà, c'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on est contestataire. On aimerait avoir son énergie pour créer d'autres choses, et, voilà, rêver comme les autres. Mais il arrive que des situations nous sont imposées et pour la plupart du temps par des gestions politiques un peu calamiteuses pour ce qui est de nos pays. Donc la malgouvernance et le fait que des gouvernants brisent les rêves des jeunes, leurs aspirations. Moi, je suis un produit de l'université et comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, le Burkina Faso, en exemple, c'est un pays où on n'a jamais donné de taux de chômage. C'est impossible de dire il y a combien de chômeurs au Burkina. Le Burkina Faso est le seul pays au monde avec une université où on ne connaît pas quand commence l'année universitaire ou quand elle finit. C'est le seul pays où, dans un seul amphi, vous retrouvez 2 classes en même temps, parce qu'il n'y en a pas assez. C'est le seul pays où vous avez un médecin pour 1000 ou 2000 habitants, et la plupart des médecins préfèrent travailler dans des cliniques que dans les hôpitaux publics. C'est le seul pays au monde où l'État ne construit plus d'écoles, mais plus de prisons. Donc, tout ça mis ensemble avec ce qu'on appelait la vie chère, parce qu'il y a eu quand même plusieurs tentatives. Je pense en février-mars 2009, il y a eu les mouvements contre la vie chère, et c'était une révolution qui était déjà partie en ce moment. Donc, il y a eu des successions, comme le grand frère Francis le disait tout à l'heure. Déjà, nous, après les années Lumumba et autres, l'Afrique n'avait plus un leader. Jusque dans les années 80, où d'un petit pays pauvre, un capitaine qui sort, il s'appelle Thomas Sankara, il fascine tout le monde avec de nouvelles idées, et tout de suite, presque toute la jeunesse africaine s'identifie à ce monsieur. Et 4 ans après, paf, c'est un rêve encore qu'on brise. Mais Sankara l'avait dit, tuez Sankara, demain il y aura des milliers de Sankara. Et j'aime bien ce proverbe cubain qui dit qu'il n'y a pas plus terre plus fertile que les cimetières. Donc Sankara a été cette graine-là qui a fait pousser des milliers de révolutionnaires et qui ont appris à connaître et à poser les vraies questions. Il y a Sankara, en 1998, il y a le journaliste Norbert Zongo qui est assassiné, qui était également un ami de Sankara. Donc, on s'est retrouvé dans un pays où tout ce qui est intelligent est étouffé pour que le peuple reste dans l'obscurantisme. Donc, tous ces éléments mis ensemble ont créé un terrain pour qu'il y ait ce qui s'est passé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le ballet citoyen est en vue. On parle beaucoup de ballet citoyen parce que c'est la première fois dans ce pays que des artistes portent la contestation à ce niveau. Parce que chez nous, au Burkina, quand tu es artiste, c'est que tu as échoué dans la vie. Voilà. Mais souvent, les gens oublient que Smokey, il a un niveau universitaire. Il y en a qui oublient ou qui ne savent pas que Samska Lydia, il est professeur d'anglais. Donc, on pense que c'est des gens qui ont échoué dans la vie. Voilà pourquoi ils font cela. Et bon, ça a été quand même intéressant parce que ça nous a permis
de réaliser ce qu'on a pu réaliser. Mais je veux dire, nous n'étions pas les seuls. Nous sommes les fruits de plusieurs années de contestation. Le Burkina Faso a été le premier pays qui a chassé son président après les indépendances, le 3 janvier 1966, Maurice Yamégo. Donc nous sommes un peuple de contestataires. Et Blaise Compaoré, c'était trop. On a trouvé juste les moyens, la stratégie. On nous qualifie d'anarchistes. Mais c'est bien d'être anarchiste parce que si vous êtes trop organisé, les adversaires connaissent tous vos plans. Donc il faut être anarchiste, un peu comme les fourmis maillants, comme on aime à le dire. Et ça a permis de réaliser ce qu'on a fait très rapidement. Voilà ce que je pouvais dire. Yeah. Merci beaucoup. Moussa Diallo, vous avez quelque chose à ajouter, la vue syndicaliste plutôt peut-être? Oui, merci. Je pense qu'il a bien résumé. Hein. Et le premier point, comme il a dit, il y a eu quand même, et moi j'ai rencontré des jeunes, je suis enseignant de philosophie, j'ai rencontré des jeunes qui disent on en a trop de Blaise Compaoré, on est né trouver le seul président, on veut un changement. C'est banal, mais c'est ce que la plupart des insurgés des 30 et 31 disaient. On en a marre de Blaise parce qu'on est né trouver le même président, il n'y a pas de perspective non plus pour nous. Ce qu'il a dit, c'est important parce qu'au Burkina Faso, l'un des aspects qui marque les consciences, c'est que la gestion du pouvoir était clanique. C'était la famille du président et ses alliés qui détenaient l'économie burkinabé. Quelle que soit votre volonté d'entreprendre, vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas affilié à cette famille-là. Donc, il y a des entrepreneurs qui n'avaient pas de perspectives parce que, n'étant pas affiliés à la famille Compaoré. Et il y a des jeunes qui venaient avec des diplômes, ne pouvaient pas être employés parce qu'ils n'avaient pas la bonne carte, comme on le disait en son temps. Tout ceci a, en tout cas, pris de l'ampleur et il y a eu ce qu'on a appelé en 2008 les émeutes de la faim au Burkina Faso parce que là encore, il y a eu ce qu'on appelait la vie chère. Le coût de la vie augmentait, les salaires stagnaient. Donc il n'y avait pas de perspective, même pour les travailleurs. Tu prends ton salaire, tu ne peux pas te réaliser. Donc ça a créé beaucoup de frustration et je crois que la vie chère aussi a contribué à ce qu'il y ait ces révoltes-là. Et n'oublions pas, les petits commerçants surtout étaient aussi massivement dans la rue. Aussi bien les 30, 31 que lors de la résistance, les 16, 17, 18, j'en passe jusqu'à ce que le RSP quitte le pouvoir et qu'on dissolve le RSP. Donc, c'est tout le monde qui finalement s'est retrouvé. N'oublions pas aussi qu'au Burkina Faso, même les paysans avaient commencé à s'organiser contre le prix du coton qui était fixé par la Sofitex qui ne correspondait à rien dans les faits. Il y a eu des émeutes dans les milieux ruraux contre le prix d'achat du coton qui ne permettait pas aux cotonculteurs de se réaliser. Donc, il y a eu un ensemble de faits qui ont les luttes dans les usines parce qu'il y avait des licenciements vraiment de façon illégale. Donc, tout cela a contribué à renforcer le camp de la lutte. Et comme je le dis, en toute chose, il faut des leaders, il faut des gens qui portent. Je voudrais insister, ils ont joué ce rôle-là au niveau du Burkina. Je vais parler de Sams Kaluga et Smoké parce qu'avant que le ballet ne soit créé, moi, au niveau de la CITB, j'ai travaillé avec Sams Kaluga, avec Smoké. Nous avons parcouru le Burkina Faso pour aller apporter le message. Donc, c'est important d'insister là-dessus. Et comme il a dit, c'est un processus qui a abouti. Il y a eu beaucoup de contributions pour que les gens soient éveillés. Merci. Merci à vous aussi. Vous pouvez garder ça. Donc, il faut le faire en français, sinon vous devez changer tout le temps. Donc, ça se voit qu'il y a assez de raisons pour cette lutte. Mais pourquoi c'était en octobre 2014 que ça a marché finalement? Et c'est encore une fois à vous, et après on va continuer avec vous aussi. Pourquoi c'était en octobre 2014? C'est peut-être en octobre 2014 de Nilouis. Pourquoi? C'est le mois qui s'est offert. Bon voilà, c'est vrai que le grand frère le disait tout à l'heure, quand Blaise Compaoré et son système, quand ils ont décidé de modifier la Constitution pour que Blaise se présente de façon indéfinitive, nous, on priait Dieu pour ne pas que Blaise recule.
parce qu'on a cherché tous les arguments pour qu'ils partent. Et je me rappelle lors d'un de mes concerts, en mars 2011, quand il y a eu la crise militaire, où il y a eu des morts, on n'en parle pas, mais cette crise militaire a fait beaucoup de morts, mais personne n'en parle, y compris civils et militaires. Parce qu'il y a eu un détachement du RSP qui est parti à Bobo et qui a massacré des militaires à Bobo du Lasso. Personne n'en a parlé. Peut-être qu'on peut retourner un peu sur les événements en 2011 pour un peu expliquer le déclencheur aussi. Oui, en fait, comme on le dit, c'est un processus. Et quand on en parle, il y a certainement des aspects qu'on va oublier parce que, voilà, ce n'est pas une chose que tu gardes comme ça, mais ça vient, il y a des moments où ça vient. Donc, il y a eu cette crise militaire où, par exemple, je dis encore, c'est le seul pays au monde où on forme des militaires et à l'issue d'une crise militaire, Blaise Compaoré chasse de l'armée plus de 500 militaires qui ont été formés aux techniques de guerre. Donc, ce sont des gens qui se retrouvent sans emploi. Et ça crée une situation d'insécurité parce que, voilà, c'est depuis ce moment que les braquages ont commencé à s'intensifier au Burkina Faso. Voilà. Donc, pourquoi ça a été le mois d'octobre? Parce qu'il y a eu tout ce processus déjà depuis juin 2013, je pense que c'était le 29 juin 2013, où il y a eu le premier grand meeting de l'opposition contre la modification de l'article 37. Il y a eu répression violente, des gens ont été blessés. Je me rappelle encore les images de la maman de Smokey qui a failli mourir parce que les gens ont couru, on a marché sur les gens, les uns sur les autres. On s'est réorganisé. Nous, on est rentrés en studio immédiatement. C'est là où j'ai chanté « Non au Sénat ». Et puis, il y avait déjà ce président-là, il faut qu'il parte et il partira, où je disais que celui qui va modifier l'article 37 va manger son totem. Mais il n'avait pas compris ça. Il a fini par manger son totem, comme on dit en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu tellement d'éléments qui ont été mis ensemble pour que les 30 et 31 octobre, pourquoi les 30 et 31 octobre? Parce que l'élément qui a fédéré tout le monde, qui était l'article 37, il y avait le vote de la loi à l'Assemblée le 30 octobre. Donc, on a organisé un meeting le 28 pour dire à Blaise, il ne faut pas aller. Il a bouché les oreilles. Le lendemain, les syndicats ont organisé une marche contre la vie chère. Il y avait encore du monde. Il n'a pas écouté. Et nous, on dit, il faut, comment on appelle là, le fruit pourri de l'intérieur. On nous a dit qu'il y a une loi au niveau de l'Assemblée qui permet au peuple d'aller assister au vote à l'Assemblée. Donc, les votes c'était une plénière. Donc, on avait le droit d'y aller. Donc, ce qu'on a fait, on s'est promené partout pour inviter le peuple à venir inonder l'Assemblée nationale pour que le vote se passe devant le peuple. On savait que ce n'était pas possible. Mais c'était pour nous un moyen d'empêcher qu'il y ait les votes. Ich würde nur ganz kurz, weiß jeder, worum es beim Artikel 37 geht? Ich sage es nur noch ganz kurz. Also es geht um eine Verfassungsänderung, die Blaise Compaoré angepeilt hat. Und zwar war zu dieser Zeit in der Verfassung im Artikel 37 festgeschrieben, dass der Präsident von Burkina Faso maximal 2 Amtszeiten, also maximal 2-mal antreten darf und dann auch nur für 5 Jahre. Und das hatte er vor zu ändern, unter anderem. Ah, ok, c'était une explication sur l'article 37. Oui, c'est vrai que bon, pour nous, c'est dans la tête que on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est. Voilà, merci de cette précision. Donc, le 30 étant le jour qu'ils ont choisi pour faire le vote, déjà, on avait envoyé des éléments du balai citoyen dans les familles des députés pour exercer une pression morale sur les députés pour ne pas qu'ils votent cet article. Et comme Blaise Compaoré tenait à ce que l'article soit modifié, ils ont pris en otage tous les députés de la majorité qu'ils sont allés confiner dans un hôtel, l'hôtel Laïco. Non, ce n'est pas l'hôtel Indépendance, qui est donc Azalaï Hôtel, voilà. Azalaï Hôtel. Ils ont rassemblé tous les députés qui étaient dans leur camp et sont allés les loger de force
dans l'hôtel. Et l'hôtel avait un couloir qui partait directement à l'Assemblée nationale. Et ils ont quadrillé toute la zone avec l'armée. Il y avait au moins 3 ceintures de sécurité. Il y avait la police, les CRS, les RSP, l'armée nationale. Donc, voilà, c'était un bataillon qui était là pour empêcher que le peuple n'assiste au vote. Mais c'était violer les droits du peuple. Parce que la Constitution reconnaît au peuple le droit d'assister au vote. Pourquoi vous empêchez que le peuple vienne assister au vote? Et c'est ce qui a fait que les gens se sont énervés. On a monté plusieurs fronts et on a attaqué. On n'a pas souhaité qu'on en arrive jusque-là, mais c'était la seule alternative, la seule perspective qu'il nous laissait. Ça dit, comme je ne sais pas qui l'a dit, que voilà, c'est l'adversaire, c'est l'oppresseur qui nous impose, voilà, qui nous impose la stratégie de lutte. Et c'est ce qui a, voilà, je pense que c'est le vote du 30 octobre qui a précipité les choses pour que l'histoire retienne cette date. Bon, malheureusement, en octobre, heureusement qu'il y a eu l'insurrection, parce que le mois d'octobre, pour nous, c'était un mois triste à cause de l'assassinat de Sankara. Donc, on a essayé, 15 jours après son assassinat, de racheter, voilà, parce que 15 octobre, Sankara est tué, et 15 jours plus tard, on fait l'insurrection, dans une certaine mesure pour le venger. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, on a vu qu'il y a la situation sociale et en plus, il y avait les déclencheurs, le projet de loi de l'article 37 qui ont aidé à ces événements du fin octobre. J'aimerais bien regarder aussi les conditions régionales et globales. Monsieur Fall, est-ce que vous pourriez peut-être un peu élaborer là-dessus? S'il y avait aussi des conditions extérieures qui ont aidé qu'à ce moment-là, la révolution pouvait réussir. Merci beaucoup. Effectivement, il y a une lecture qu'on peut faire qui est très souvent conjoncturelle et événementielle. À ce moment, on peut comparer la chute de l'apartheid, la révolution en Tunisie, celle du Mali ou celles qui viennent de se dérouler sous nos yeux dans les dernières années avec ces 2 épanchements. Mais effectivement, les dynamiques sont beaucoup plus complexes. À partir du moment où on essaie de comprendre cela dans une dynamique d'un système monde, de comment le capitalisme fonctionne, et lorsqu'on le ramène à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que nous acceptions la servitude, qu'est-ce qui fait que nous obéissons, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comme disait Samska, on devient contestataire. À ce moment, la lisibilité des choses, l'analyse est très différente. Et là, il s'agit de comprendre que l'Afrique est insérée dans une polarisation mondiale qui forcément crée un terrain fertile à la contestation. L'injustice sociale du monde, l'apartheid global dans lequel l'Afrique est insérée, la division internationale du travail, le fait que nos indépendances sont encore très partielles, des souverainetés très restreintes, font qu'en réalité, les élites politiques qui nous dirigent sont un peu de ce qu'on appelle de nature comprador, c'est-à-dire très souvent des élites qui ont subordonné les intérêts de leur peuple à leur propre positionnement et à la reproduction de l'ordre du monde. C'est clair que dans un pays comme le Burkina Faso, il s'agit vraiment de la fin de la polarisation. Donc c'est l'expression même non seulement de l'échec du sous-développement, mais de l'échec du monde. C'est là qu'on a tous les repères d'un pays qui non seulement vit un démembrement pour la division du travail avec la Côte d'Ivoire, qui permet du fait de son enclavement à ce qu'une grande partie de l'armée de réserve puisse être corvéable. Or, c'est justement cette armée de réserve, ce qu'on peut appeler le lumpenprolétariat, qui est la cheville ouvrière, qui est celle qu'on a très bien décrite, principalement constituée de jeunesse, qui n'ont pas d'horizon. Or, l'ordre mondial, dans son mode de consommation et de production, ne laisse plus d'horizon à ces jeunes-là. Alors certains cherchent à s'expatrier, d'autres, dans toutes sortes de moyens de délinquance, essayent de trouver les moyens de survie. Il faut toujours rappeler que ces sociétés vivent pour l'essentiel dans l'informel. L'économie formelle, c'est pour quelques-uns.
Et donc c'est là que l'exaspération est la plus grande, que ce soit les jeunes de Sidi Bouzid en Tunisie ou ceux de Ouaga. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, l'autocratie, le maintien de ce système néocolonial, qui est pourtant très bien verrouillé, avec toutes sortes de cercles mafieux, criminogènes à l'échelle mondiale, connaît des fissures, et maintenant des événements peuvent précipiter. Ces événements ont toujours un effet déclencheur, ils peuvent se faire plusieurs épanchements. Cependant, dans le cas du Burkina, il s'agit d'un problème très singulier. D'abord parce que c'est la dernière révolution africaine. La lecture globale, c'est qu'une révolution, ce n'est pas simplement une avancée révolutionnaire, une révolte. On ne parle de révolution lorsqu'il y a vraiment un changement d'un système de production. Or, c'est là, effectivement, en Afrique, pour la seule fois dans le XXe siècle, et qui a été brutalement arrêté, un changement du système productif, c'est-à-dire où les jeunes qui sont arrivés au pouvoir ont réussi à rééquilibrer le rapport néocolonial, à essayer de développer une agriculture basée sur l'autosuffisance alimentaire, à redistribuer les chances sociales. Et cette expérience a été tolérée un laps de temps et très vite va être découragée. Elle a été stoppée de façon sanglante, et je dis bien dans un moment où toute l'Afrique est sous ajustement structurel, c'est-à-dire intégration forcée dans la mondialisation. C'est donc, il faut comprendre que ceux qui ont résisté à ce système sont ceux qui sont non seulement les perdants de la révolution du Burkina, et je le dis et je le maintiens, non pas parce que subjectivement nous considérons la nébuleuse sankariste comme ayant joué ce rôle. La nébuleuse sankariste, c'est un regroupement de résistants qui petit à petit vont cristalliser l'idée du sankarisme avec ses différentes couleurs à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur du pays. D'abord dans la lutte pour préserver les acquis de la révolution de 1984, mais aussi pour connaître la vérité dans l'affaire Thomas Sankara, de démontrer la nature du système néocolonial qui enferme toute l'Afrique et sa géopolitique avec les forces extérieures de l'OTAN et des États-Unis. Tous ces gens qui étaient au pouvoir ont maintenu. Et donc ce sont ceux résistants-là qui ont semé des graines, et les gens qui n'ont pas connu cette génération, qui sont pourtant venus 30 ans plus tard, ont vécu parce qu'il y a eu une longue opposition. Et donc, même si ces jeunes sortent les images de Sankara aujourd'hui, ils en sont effectivement les fruits. Et donc, je crois qu'il faut regarder les choses très globalement, mais ce n'est pas particulier. Il y a eu au Mali, on a chassé le dictateur. La restauration peut toujours revenir si ces forces ne sont pas organisées. En Tunisie, c'est de même. Donc, voilà pourquoi il faut avoir une approche très globale de ces phénomènes. Donc, vous ne diriez pas qu'il y avait des conditions régionales qui ont un peu aidé, donc c'était vraiment les raisons internes? Non, comme je viens de le dire, la dynamique mondiale est une dynamique qui est forte. Structurellement, c'est celle qui alimente la contradiction fondamentale. Maintenant, nous vivons de façon très conjoncturelle et très locale. Au niveau du Sahel, c'est tous des pays qui partagent l'essentiel pratiquement des mêmes conditions de sous-développement. Je crois que Francis a très bien montré, non seulement dans sa réponse, que la tectonique de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, par exemple, le changement, les luttes qu'il y a entre les différentes formes de France-Afrique vont avoir des incidences dans tous les pays de la sous-région. Quand vous regardez les pays de la CEDEAO qui viennent et qui essaient dans leur médiation d'avoir une position encore plus timorée que celle de l'Union africaine, c'est la démonstration que ces organisations régionales fonctionnent comme des syndicats de chefs d'État qui cherchent à préserver un statu quo. Mais c'est ce statu quo qui est en train de s'éroser. Pourquoi? Parce que justement, économiquement, l'ordre mondial capitaliste est devenu sénile, il est en train de mourir. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui un ordre qui est basé sur la militarisation, la géopolitique, l'instrumentalisation des conflits, le djihadisme, etc., de façon à garder les parrains économiques d'avant comme étant incontournables dans la géopolitique locale. Et donc ces gens que vous voyez, Blaise Compaoré, Diendéré, c'était les agents de l'Africom, la deuxième base de l'Africom qui est logée dans votre pays ici en Allemagne, son relais est au Burkina Faso. Donc c'est ce dispositif que les États africains aujourd'hui de plus en plus décomposés voient petit à petit se déliter, parce qu'il y a une jeunesse qui est exaspérée, qui n'a pas d'avenir, et qui d'ailleurs, il faut le rappeler, est souvent dépolitisée. C'est ça le paradoxe, c'est que ces 30 ans de néolibéralisme ont dépolitisé ces jeunesses-là, elles ne veulent plus s'organiser, elles le font de façon spontanée, souvent anarchique, parce qu'il y a un dessaisissement des politiques
Donc les politiciens sont décrédibilisés. La professionnalisation du corps politique fait que ces jeunes refusent la politisation parce qu'ils trouvent que la politique fait partie du problème. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir renverser l'ordre de façon spontanée, ce qui n'est pas faux. Le vrai défi, c'est plutôt la phase qui suit, ce n'est pas de détruire le système, c'est de le reconstruire sur une base antisystémique contre cet ordre mondial. Et à ce moment, ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis, est tout à fait valable, comme pour ce qu'il y a dans les pays africains. Nous sommes tous soumis à un ordre mondial prédateur de nature capitaliste qui doit être renversé. Merci. Ce que vous avez décrit, c'est plutôt, moi je dirais, c'est plutôt des choses qui sont long terme. Donc ce ne sont pas des conditions immédiates qui ont peut-être aidé à déclencher la révolution. C'était ça ma question. Donc vous avez décrit ce qu'il y avait autour et qui a certainement poussé ce qui s'est passé. J'aimerais bien retourner sur les acteurs au Burkina qui ont participé. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être décrire un peu qui a participé? Donc, on connaît déjà le ballet citoyen, on connaît les syndicats. Donc, c'était quoi qui était décisif? Et après, j'aimerais bien montrer aussi la participation de la diaspora burkinabé en France. Peut-être Monsieur Diallo, vous voulez commencer? Ok, merci. Je dois commencer par un aveu. Les syndicats n'ont pas de façon officielle appelé leurs militants à participer à l'insurrection. C'est un fait et c'est indiscutable. Par contre, au niveau de la Confédération générale du travail du Burkina, nous avons, avant l'insurrection, animé des conférences pour dire que nous étions contre la modification de l'article 37, nous étions contre la mise en place du Sénat. Et nous avons dit à nos militants que s'il y a un combat contre la modification de l'article 37, ils doivent s'engager. S'il y a un combat contre la mise en place du Sénat, ils doivent s'engager. Et justement, pour cela... Juste pour le Sénat, je pense qu'il faut aussi un peu expliquer. Aha, okay. Also der Senat ist sozusagen der andere Teil dieser umstrittenen Verfassungsreform. Das war sozusagen eine zweite Parlamentskammer, die Blaise Compaoré schaffen wollte und die zum Teil Mitglieder gehabt hätte, die von ihm direkt ernannt wurden. Und es war sehr umstritten in Burkina Faso. Das Gesetz war eigentlich vom Parlament bereits verabschiedet, aber die Opposition hat es geschafft, die Umsetzung hinauszuzögern und es kam nie dazu. Aber es war höchst umstritten, weil es sehr teuer war, die zweite Kammer, und weil die Mitgliedschaft in dieser zweiten Kammer recht fragwürdig war. Ok, donc merci. Donc je disais que nous avons contribué d'abord dans la sensibilisation. Je me rappelle, en 2014, j'ai fait tous les chefs-lieux des 13 régions du Burkina Faso. Nous avons animé des conférences sur la situation nationale. Nous avons effectivement interpellé les travailleurs à être vigilants parce que nous évoluions certainement vers une confrontation des forces politiques en présence. Et nous avons eu le courage de dire en son temps déjà aux gens que cette confrontation peut avoir 3 issues possibles. La première issue, c'est un coup d'État qui peut se transformer en une guerre civile réactionnaire et qu'il fallait que les travailleurs contre une telle éventualité. Deuxième issue, c'est l'insurrection populaire. Et je me rappelle qu'en son temps, des gens nous disaient « vous êtes des rêveurs ». Au Burkina, ça ne peut pas arriver. Et la troisième issue possible, nous avons dit que ça peut se terminer par des élections. Où, si Blaise arrive à modifier l'article 37, il y aura élection et puis bon, les gens vont voter et certainement il va passer. Et je me rappelle, j'ai fait cette conférence invitée par un syndicat des journalistes 5 jours avant l'insurrection. Et quand l'insurrection a eu lieu, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander mais tu prophétises maintenant ou bien tu étais dans le secret des dieux? J'ai dit non, ce sont les faits qui montraient que ça pouvait aller comme ça et que c'est pour ça qu'on vous a invité à choisir l'issue la plus favorable. Et pour nous, en son temps, l'issue la plus favorable, c'était justement l'insurrection. Parce que tous les autres moyens, si ce n'était pas les élections, ce n'est pas possible. Le système Compaoré détenait tous les moyens pour pouvoir gagner des élections. Et c'est justement pour cela qu'il mettait même l'accent sur la possibilité du référendum et qu'il disait légal, parce qu'inscrit dans la Constitution,
Mais nous avons dit aux gens, si on se laisse aller à ça, ils vont truquer, même s'ils ne gagnent pas, ils vont truquer les résultats pour dire que c'est eux qui ont gagné. Donc, je pense que ça sont des aspects. Mais de façon pratique, les 30 et 31, j'étais dehors. Et là, c'est aussi un aveu. Je me rappelle qu'on m'a appelé pour dire, bon, écoute, tu es un responsable syndical, la situation est dangereuse, il faut te chercher. Cherche à te planquer parce qu'on pourrait faire des assassinats ciblés. J'ai dit, mais il y a beaucoup qui sont déjà morts. Il y a beaucoup qui sont déjà morts. Il n'y a pas de raison que je parte me planquer. Parce que si on m'enlève de là-bas, je meurs de façon anonyme. Mais si je suis avec le peuple et que je meurs, je préfère ça. Et donc, c'est important à retenir. Donc, il y a eu une participation des militants de la Confédération à cette insurrection, sans que les syndicats, au niveau de l'unité d'action syndicale, composée de 6 centrales syndicales et de 17 syndicats autonomes, n'aient pu s'entendre pour appeler leurs militants à participer à l'insurrection. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci. S'il vous plaît, très bref. Oui, ben, je vais être bref. Moi, je suis tellement content. Je parlais de ces rencontres qui se passent ici, parce que pendant longtemps, nous avons travaillé avec les syndicats, il l'a dit, pendant des années, sur le dossier Norbert Zongo. Et il est arrivé un moment où on ne les comprenait plus. Donc, on s'est éloigné d'eux parce qu'ils réfléchissent trop. Pour déplacer un verre, il faut qu'il fasse une réunion. Et nous, on a trouvé qu'avec ces gens-là, on ne peut pas aller, quoi. Blaise, il est là. Tout le monde connaît le problème du Burkina, c'est Blaise Compaoré. La vie chère, on sait, c'est Blaise Compaoré. L'impunité, on sait, c'est Blaise Compaoré. Mais quand eux veulent parler de Blaise, non, voilà, bon, vous voyez, on dit, bon, les gars, continuez vos réunions, on va se retrouver après. Et tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est vrai, quand on écrit l'histoire de l'insurrection du Burkina, ben, on est toujours amer contre les syndicats. Parce que l'une des plus grandes forces au Burkina Faso, pour le changement, c'est les syndicats. Mais on ne les a pas vus. Et ce sont d'ailleurs certains militants même syndicaux qui nous agressaient physiquement et moralement. À travers Facebook, ce sont eux. Oui, vous avez, le balai citoyen a donné le pouvoir aux militaires, vous avez vendu la lutte, vous avez. J'ai dit, bon, le temps viendra où les passions vont se calmer et des révélations vont sortir. Et ce sont ces révélations qui commencent. Et ça fait que, je le lui disais hier, le Burkina Faso est en construction. Sa révolution est en train de se construire. Et souvent, on nous pose la question, Blaise n'est pas là, est-ce que vous n'avez pas peur, comme Aziz le disait tout à l'heure, est-ce que vous n'avez pas peur que les forces rétrogrades passent par un autre chemin pour reprendre le pouvoir? Je dis à ce niveau, on est serein. On le disait toujours, si vous enlevez Blaise, vous allez mettre qui? La réponse était, on enlève Blaise, on met un Marguya et on le suivait avec des lance-pierres. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a 2 forces au Burkina. Et il y a une force qu'on a pu éliminer, c'est celle militaire, le RSP. C'est une force qui faisait peur à tout le monde parce qu'ils étaient bien équipés, ils ont des fusils qui tirent à 3 km, donc on ne peut pas s'amuser avec ces gens. Ils nous ont donné l'occasion de les anéantir. Quand on a reçu le message qu'ils ont pris le Conseil des ministres en otage, on a fait une réunion de crise immédiatement et on a décidé de marcher sur la présidence parce qu'on a, pour tous ceux qui ont connu le 15 octobre 1987, c'est le même plan qui a été utilisé. Donc, comme on aime à le dire, les enfants de Sankara ont grandi. On n'a pas oublié ce qui s'est passé le 15 octobre. Donc, on s'est tout de suite organisé, Maison du Peuple, place de la Révolution et marcher vers la présidence où ils ont commencé à tirer sur les gens. Et on était ciblés, il fallait nous enlever pour tuer tout de suite la contestation. Et immédiatement, les syndicats ont lancé un mode de grève illimité. Ce jour-là, j'étais tellement heureux que pour une fois, on s'entend tous pour défendre une cause. Et je lui disais, on est très content aujourd'hui que tous les vieux qui étaient à la tête des syndicats soient partis. Maintenant, c'est entre nous jeunes. Oui, ça vous fait rire, mais c'est très important pour nous. C'est très important pour nous parce qu'au moins, on arrive, on a le même discours, on peut se parler. On peut se parler. Il a dit, eux, à leur niveau, ils étaient organisés, ils appuyaient la lutte. Mais de façon globale, il fallait faire des réunions pour savoir qui fait quoi avec qui. Et Guingéré allait être encore là s'il n'y avait pas eu
cette unité d'action-là. Donc, pour nous, qui a participé, je dis, c'est le peuple burkinabé et les amis du Burkina. Parce que ce qu'on ne dit peut-être pas très souvent, c'est que pendant qu'on était dans la rue, on a des amis français, des amis allemands, des amis américains qui nous soutenaient. Moi, je me rappelle, j'ai un ami, voilà, mon épouse est américaine, il y a un Américain qui est sur Ouagadougou, Steve, qui m'a offert de venir dormir chez lui. Parce que, bon, dormir chez lui, ça m'assurait la sécurité. Il dit, je ne suis même pas encore arrivé chez toi, mais les mauvaises langues ont dit que je suis réfugié à l'ambassade américaine. Donc, il ne faut même pas que tu te fatigues. Le combat, là, c'est dans le ghetto. Toutes les nuits, on était obligés de changer de point pour dormir. Parce que les gens, ils nous suivaient. On a acheté chacun au minimum 3 portables avec des numéros différents pour pouvoir communiquer. Parce que quand tu utilises une puce aujourd'hui, demain, on sait que c'est toi qui l'as utilisée. Il faut remplacer. Donc, tout ça, c'était des stratégies. Mais si on devait faire des réunions comme eux, là, ça allait être trop compliqué. Donc, c'est tout le peuple et les amis du Burkina. Parce que Aziz Fall, qui était sur les radios et télé étrangères, Francis, avec d'autres journalistes, parce que la presse étrangère avait pratiquement pris fait et cause pour le général Guinguéré. C'est à lui qu'on donnait la parole tout le temps. Et on le présentait comme étant le nouvel homme fort du Burkina, cautionné par la CEDEAO, qui était déjà prête à envoyer une force d'interposition. Les gars, ils avaient tellement bien préparé leur plan que c'est la première fois où dans un pays, il y a des élections dans 2 mois et on a déjà un médiateur. J'ai jamais vu ça. Qui vous a dit qu'il va y avoir des problèmes? Et vous trouvez déjà un médiateur en la personne de Yahi Boni, qui depuis lors est devenu Johnny Yahi. C'est comme ça on l'appelle à Ouaga maintenant, le Johnny Walker. C'est Johnny Yahi. Parce qu'il était voilà, dans ses VAPS encore. Et bon, c'est dommage. Aujourd'hui, moi je veux profiter, si tu permets, 2 minutes pour m'adresser à la diaspora africaine. Il y a un poids que cette diaspora-là a et qu'elle doit avoir dans l'avenir de l'Afrique. Ismaël Isaac l'a bien écrit dans Black System. Un jour viendra où le mouvement Black sera positif partout. On n'a pas encore peut-être intégré ça à un niveau très élevé, mais aujourd'hui, il faut que cette pression-là, qui est aujourd'hui en Afrique, que cette pression soit dupliquée aussi en Occident. Il faut la pression parce que les médias, quand on parle de l'Afrique, c'est le sida, c'est Ebola, c'est... Voilà. Il y a une nouvelle dynamique encore, comme on appelle, en Afrique, et la jeunesse africaine a décidé de se prendre en charge. Et personne ne peut arrêter ça. Je pense que c'est un bon moment de donner la parole à Humaniste ou Patrice. Peut-être que vous pouvez un peu décrire comment vous avez participé à la lutte de la France, je suppose. Oui. Bonjour à tous, Guten Tag, comme on dit. Voilà. Comme l'ont dit si bien les grands frères aussi juste avant moi, la question qui m'a été réellement posée à un moment donné, c'est comment et que dois-je faire pour participer en fait à mettre en place des actions, impulser aussi une dynamique, un mouvement qui va permettre à la diaspora burkinabé, aux amis du Burkina Faso, de participer à la lutte. Parce que c'est vrai, nous on est à l'extérieur et au risque d'être limité en fait dans un esprit en se disant bon on va passer pour un planqué ou quoi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Mais réellement, il y a un rôle à jouer. Et ça, pendant toute la période où on était vraiment en lien, où on est aussi dans une sorte de frustration, il faut le dire, parce qu'on n'est pas sur le terrain complètement avec les gars, mais on est là-bas avec le cœur, on est là-bas avec nos pensées. Et donc, il a fallu un moment se poser les bonnes questions. Une question de crédibilité, une question de légitimité et une question également de, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut apporter. Et c'est à ce moment-là qu'on en a énormément discuté avec les grands frères, à savoir, bon voilà, aujourd'hui, nous on est à l'extérieur, comment est-ce qu'on peut se structurer, comment est-ce qu'on peut impulser cette dynamique-là. Et c'est à partir de ce moment-là
que j'ai commencé à rencontrer certains réseaux, certaines dynamiques aussi citoyennes déjà impliquées dans d'autres structures panafricaines. Moi, je n'avais pas réellement un parcours de militant, si ce n'est une petite expérience aussi en tant qu'étudiant, il faut le dire, hein, c'est clair. Et tout de suite, on a eu cet appel en fait, qui s'est mis en place le 21 décembre 2013, notamment lors d'une soirée pour rendre hommage à Thomas Sankara et organisée par le réseau international Justice pour Sankara, où j'ai lancé un appel en disant, eh bien voilà, écoutez, on est là, c'est grave ce qui se passe au pays. Tous ceux qui se sentent concernés, qui se sentent l'envie de participer à ce combat, on se rejoint, on libère la parole et on voit ce qu'on peut mettre en place. Et c'est ce qui s'est passé. Donc par la suite, on a organisé une réunion où là, on a énormément discuté. En fait, c'est à partir du moment où cette dynamique elle a été lancée que réellement, concrètement, on a pris conscience que nous-mêmes, en étant à l'extérieur, on peut faire bouger les choses, on peut faire changer les choses. Et c'est vraiment à partir de ce constat-là qu'on a décidé de mettre en place ces actions. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé des manifestations devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris. On a participé aussi à énormément de réunions d'information publique, parce que nous, en fait, notre vraie force, c'est de pouvoir communiquer. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le réel problème qui se pose, c'était une guerre médiatique. Quand on était sur des chaînes de télé, on va dire clairement, parfois propagandaires, sur une réalité tronquée, une réalité faussée sur ce qui se passait au pays, il a fallu à un moment donné prendre le micro et rétablir la vérité avec les actions qu'on avait directement en direct sur le terrain. Et c'est tout ce travail-là qui a permis à un moment donné aussi de se poser les bonnes questions et de rétablir la vérité et de peser à un moment donné aussi dans la balance. Et puis, il y a aussi cette force, cette synergie. Quand on parle de panafricanisme tout à l'heure, c'est aussi la question de se poser nous-mêmes en tant que diaspora, de s'unir. On a eu aussi des actions à mener avec la cellule de Y'en a marre Esprit Paris pour certaines actions. Et puis, il y a aussi le réseau Tournons la page qui regroupe d'autres organisations de la société civile et justement qui est en lutte avec tous les coups d'État constitutionnels et toutes les élections qui sont actuellement à venir. C'est une réelle, aujourd'hui, en tout cas, force sur laquelle on doit s'appuyer. Et pour l'avenir, moi, je suis vraiment, en tout cas, confiant parce qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui a chevillé au corps des idéaux sankaristes qui dépassent aujourd'hui toutes les frontières et qui rassemblent tout un continent. Et que l'on soit, en fait, au pays ou en tout cas à l'extérieur, on a vraiment ce lien-là, très fort qu'on ressent. Et pour aller dans d'autres pays ou dans d'autres villes ou d'autres capitales, c'est vraiment cette dynamique-là qui nous porte. Donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment cette envie-là de se rassembler, d'être fort, notamment dans un espace de communication pour pouvoir vraiment peser dans la balance tout en étant à l'extérieur. Voilà du rôle un peu que je peux porter. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi un moment où nous, on a des réunions qui sont toutes les semaines. On a des liens réguliers via des réseaux sociaux et tout. Où dès qu'il y a une actu qui se passe au niveau du pays, on la commente, on en parle, on en discute. Il y a une réelle implication en fait, dans cette envie, dans cette énergie citoyenne qui fait du bien en fait. Et on s'engage. Et là, c'est réellement en fait l'idée du cibalisme qui est mis là en place. Et je pense que l'avenir, si on veut oser l'inventer, ça passera aussi par cette diaspora qui prend conscience et qui agit et qui s'implique. Merci. Merci beaucoup. Donc, dernière question de ma part. Après, j'aimerais bien ouvrir la discussion. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même cette potion magique dont vous avez parlé, Francis, parce que j'ai entendu il y avait quand même des moyens de lutte, de démonstration qui étaient nouveaux. Par exemple, les blocades dans la rue, comme j'ai entendu. Est-ce que vous pourriez peut-être un peu décrire ce que vous avez choisi comme moyen, les médias sociaux, tout ça? C'est vrai que
il fallait avoir l'imagination fertile. Hein. Il y avait plusieurs années de lutte et autres, et on n'était pas toujours d'accord avec les anciens modèles. Quand les syndicats, les partis politiques appelaient à une contestation, c'est meeting, comment on appelle la marche meeting. Tout le temps, marche meeting. Et moi, j'ai un problème d'arthrose. Oui, je veux bien y aller. Et un jour, j'ai dit, mais pensez à ceux qui ne peuvent pas marcher comme vous, quoi. Trouvez d'autres moyens. Toujours marche meeting, on sait comment ça finit. Donc, il fallait réfléchir à des nouveaux moyens. Donc, voilà, en réunion, j'ai proposé la stratégie des fourmis maillantes. Pour ceux qui connaissent les pays forestiers, il y a des colonies de fourmis, comment on appelle là, des fourmis soldates. Elles se déplacent par milliers. Et quand, par exemple, elles arrivent dans cette salle, il faut fuir. Il n'y a pas de solution, il faut quitter. Donc, ce qu'on a dit aux gens, parce qu'on sait qu'en face, ils vont être violents. Mais des militaires ou des policiers s'attaquent à une foule quand elle n'est pas immense. Mais quand c'est des milliers de gens qui viennent, avec la CPI qui est là, les médias qui sont là, ils ne vont pas oser tirer. Donc, on a voulu jouer sur cette fibre-là en invitant les gens à sortir massivement. Donc, la stratégie des fourmis maillantes, c'était de dire tout le monde dehors, partout et en même temps. Il a dit 13 000 militaires. Même si on va jusqu'à 20 000 militaires, policiers, tout ça, gendarmes, ensemble, 20 000, ils ne peuvent pas bloquer tout le pays. Donc, on invite tout le monde, partout dans le pays, en même temps, on sonne la cloche et tout le monde descend dans la rue. Ça a marché. Et l'autre système qu'on utilisait, c'était ce qu'on appelle les concerts pédagogiques. Parce que nous sommes des artistes, les gens nous connaissent comme étant des artistes. Et j'ai une 4x4 sur laquelle on a monté des haut-parleurs. Et on arrive dans les grands marchés, on ne cherchait plus à avoir d'autorisation de qui que ce soit. Parce que quand tu veux une autorisation, il faut passer par la mairie, il faut faire quoi. Donc là, on est des citoyens, on a le droit de manifester. Et donc, on a monté les haut-parleurs sur la 4x4, on se met à l'intérieur de la 4x4. Quand on arrive au niveau des marchés, on bat la route pendant 10 minutes, on passe le message. Le temps que la police soit informée, on a fini et on est parti. Et on l'a fait dans presque tous les grands marchés de Ouagadougou. On a été dans les mosquées, sensibiliser les imams, c'est-à-dire après la prière du vendredi, tout le monde a le droit à la parole. Tu te lèves à takbir, tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Voilà la situation, il ne faut pas laisser passer. Parce qu'on sait que les politiciens passaient par les imams pour tuer la lutte. Donc il fallait les attaquer aussi à ce niveau. Parce que l'Église catholique avait déjà pris position contre la modification de l'article 37. Et ça a pesé également dans la balance. Donc, il y avait la stratégie des conseils, comment on appelle là, des conseils pédagogiques avec la 4x4. Et il y avait les projections de films avec Ciné Droit Libre. Tous les films qui étaient interdits de passer à la télévision, on a un festival de cinéma itinérant qui projetait notamment les films sur l'expérience de Thomas Sankara. Écran géant dans un quartier populaire, les gens qui n'ont pas de télé à la maison, ben forcément ils vont venir regarder. Et dès qu'ils finissent, projection suivie de débat. On donne la parole au peuple, les gens s'expriment pour encourager les gens à libérer la parole. Ça a beaucoup aidé. Et également, à l'approche du 30 octobre 2014, à l'approche du vote, on a organisé ce qu'on appelle les barrages pédagogiques. Ces barrages pédagogiques, d'abord, au départ, on a acheté un gros lot de taggers, les bombes pour taguer les murs là. Et on a des gens qui sont forts dans les graffitis, qui dans la nuit, on positionne 4 personnes à 4 points différents avec des sifflets. Et maintenant, on a 2 au milieu qui doivent écrire non au référendum, à bas Blaise Compaoré et tous les discours, voilà. Donc, quand il y a une voiture qui vient, celui qui a vu la voiture siffle et les gens ils disparaissent. Quand la voiture passe, on réapparaît, on finit le travail
et on va à un autre point. Et également, on bloquait les rues. Ça dit, le matin, quand les gens se réveillent, toutes les rues sont bloquées. Par qui? On ne sait pas. Mais nous, on savait que c'est nous qui faisions ça. Et après, on le faisait maintenant à visage découvert. Le matin, Smokey, il avait la zone d'Assasgo. Moi, j'avais la zone de la Patte-d'Oie et Pissi. Les Kamao avaient la zone de, comment on appelle, l'échangeur de l'Est. C'est comme ça on s'était réparti une cartographie de Ouagadougou pour connaître les grandes artères. Donc, ce qu'on fait, on bloque une partie de la route pendant les heures où les gens vont au travail. Donc, on bloque, on laisse juste un petit passage pour t'obliger à ralentir. Et quand tu ralentis, on te remet un papier pour te dire que tu es invité à venir à l'Assemblée nationale le 30 pour empêcher le vote des députés. Et c'est là où on a compris que même les policiers étaient de notre côté. Parce que quand les 4x4 des CRS arrivaient, on prenait le temps parce qu'on était vraiment connus et il y avait des jeunes qui étaient là pour défendre au cas où. Donc ils arrivent, on discute, on est là juste pour 1 heure de temps. On est là de 7h à 8h. À 8h, on va lever les barrages. Donc ça s'est passé tranquillement comme ça. Et voilà, on avait les big ups des gens qui passaient et les gens ont commencé à se préparer à ce que quelque chose se passe. Et on demandait aux gens de faire des provisions. Quand vous allez au marché, achetez le maximum de nourriture pour garder chez vous. Parce que le 30, quelque chose va se passer. On ne sait pas quoi, mais quelque chose va se passer. Préparez-vous. Et oui, il y a eu... Bon, si Smoke était là, il allait peut-être relever certains aspects de la lutte que j'ai oubliés. Et on avait notre page Balai Citoyen sur Facebook. Il y avait Twitter. Et on avait un réseau, j'allais oublier, un réseau de journalistes. Ça a beaucoup joué. Tout ce qu'on faisait comme action était relayé par les radios locales à l'instant T. Bon, la radio Résistance, ça c'était pendant le coup d'État récent. Cette année. Oui, cette année-là, il y a 2 ou 3 semaines. Quand il y a eu le coup d'État, le 16, 17 et ainsi de suite, quand il y a eu le coup d'État, les militaires du RSP ont coupé toutes les radios. Il y en a même qui ont brûlé. Et comme c'était le moyen de communication, parce qu'au Burkina, tout le monde n'a pas une télévision, mais presque tout le monde a un téléphone portable qui a une radio. Donc tu mets l'écouteur et tu écoutes ta radio. Et comme ils ont coupé ces radios, on a rapidement créé une radio pirate qu'on a appelée la radio Résistance. Et en moins de 2 heures, tout le pays était au courant qu'une nouvelle radio venait de se créer. Bon, la radio a juste fait 72 heures. Il y avait des traites parmi nous qui ont donné l'indication du lieu de la radio et les militaires ont pris le matériel. Mais avant qu'ils ne prennent le matériel, on s'était préparé. Dès qu'ils ont pris le matériel, on a des amis qui sont à Bonn, à Cologne. On les a appelés. Ils ont créé la radio Résistance en ligne immédiatement. Donc, pour que les gens puissent continuer d'avoir les informations. Parce qu'on sait qu'il y a une certaine presse internationale qui ne couvrait pas les réalités du terrain. On parlait du général Guinguéré, mais on ne parlait pas de la résistance de la jeunesse. Et c'était sciemment fait pour décourager les gens. Comme lui, il me l'expliquait hier, quand il a demandé à des jeunes de son quartier de sortir, ils ont dit oui, les Samska le Djihad demandent aux gens de sortir, mais eux-mêmes se cachent. Mais parce qu'ils ne savaient pas qu'on était dans la rue. Or, si on avait la possibilité, les seules fois où on a pu parler sur des radios étrangères, qui étaient France 24, RFI, chaque fois qu'on parle, on nous coupe la parole. Moi, après, on m'a appelé pour une interview, j'ai dit, je n'en ai rien à foutre, allez vous faire foutre avec votre radio. Je ne veux plus parler sur votre radio. Ils m'ont trouvé un peu trop violent, mais j'ai dit, je suis dans une situation où je suis entre la vie et la mort, quoi. Soit vous m'écoutez et vous retransmettez ce que je dis, mais vous ne guidez pas ce que j'ai à dire. Je ne suis pas un enfant. Donc voilà, c'est comme ça on essaie d'organiser les choses. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. C'était une très bonne explication des moyens nouveaux. Maintenant, Aziz Fall, vous voulez bien ajouter quelque chose sur la notion du potion magique? Oui, parce que bien sûr, il faut non seulement être fasciné par toute la spontanéité révolutionnaire et l'improvisation, l'organisation, les formes de résistance multiples
la vitalité de nos jeunesses, que ce soit dans la lutte contre l'apartheid ou comme on vient de le voir aujourd'hui dans les témoignages. Beaucoup plus discrètement, il faut aussi regarder le travail de SAP, et je crois qu'il faut saluer le travail de SAP, de l'opposition et principalement sankariste, et des avocats, parce que ce n'est pas un hasard. Lorsque Sankara est assassiné, le président Compaoré, qui sera président par la suite, est ministre de la Justice. Donc il maquille le crime. On attend 10 ans, et là se lance cette campagne internationale qui vise vraiment à connaître la vérité. Et ça devient l'opposition principale, l'épine dans le pied, parce que c'est ça qui montre véritablement que ce régime est un régime de type néocolonial sanguinaire. Ils perdent aux Nations Unies en 2006. Ça crée une première dans l'impunité, dans la lutte contre l'impunité en Afrique. Et le fait qu'ils veuillent rester au pouvoir, l'article 37, ce n'est pas seulement une soif de pouvoir, c'est parce qu'en fait, le système est en train de l'enferrer. Il a de moins en moins de chances puisque 2 ans avant, nous avons demandé l'exhumation, puisque les Nations Unies se contredisaient. Nous avons demandé l'exhumation de Sankara et ils ont refusé. Et si vous vous souvenez bien, le premier geste après l'arrivée du gouvernement de la transition, c'était de rouvrir le dossier. Lorsque Diendéré a été convoqué par le juge, il a d'abord dit qu'il n'irait là que s'il était escorté. Et par la suite, il s'est très bien rendu compte que si on avait l'expertise balistique, il serait complètement incriminé. C'est ce qui explique que lorsque le juge a invité la famille, et toutes les familles et les avocats, le 17 septembre, ils se sont empressés les heures avant de faire le coup d'État, en pensant à ce moment-là qu'ils vont pouvoir non seulement renégocier leur immunité, mais se permettre une possibilité véritablement de rester au pouvoir, ou en tout cas de négocier la suite des événements. Or, c'est que nous avons appris il y a 3 jours, le 13, c'est que le rapport d'autopsie préliminaire montre que Sankara a été criblé de balles, qu'il est sorti les mains levées, comme ça, et qu'il y a des impacts de balles sous ses aisselles, ce qui montre qu'il a été lâchement assassiné avec ses camarades par ceux-là même qui ont perpétré le coup d'État et qui sont aujourd'hui arrêtés ou en fuite dans le pays voisin qu'ils ont entrepris de déstabiliser dans les dernières années. C'est dire qu'il y a un travail qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est celui d'une nébuleuse sankariste, et je dois saluer le travail remarquable fait à partir de la France, le cœur même du monstre, par Bruno Jaffré et ses camarades, qui ont éveillé sur la nécessité d'une enquête parlementaire, qui ont soutenu le travail de la campagne internationale Justice pour Sankara, et l'autisme des autorités françaises. Donc il y a aujourd'hui des forces transnationales, un peu comme celles qu'on voit de façon plus petite au Burkina, mais qui existent, des sociétés civiles transnationales qui refusent la forme de mondialisation qu'il y a et qui doivent après à travailler en synergie. Et c'est pourquoi toutes ces questions-là sont liées. Et là, au niveau du droit international, comme on le sait, le droit international est très mal fait. Il est fait pour soutenir ces types de régimes. Et donc, il y a un immense travail dans les jurisprudences. L'affaire Sankara est devenue une jurisprudence au niveau du droit. Nous l'enseignons dans nos universités. Mais au-delà de cela, c'est toute la question de l'impunité, des crimes transnationaux, des crimes de sang, des crimes financiers, etc., qui sont dans cette affaire-là et qui poussent ces sociétés à s'organiser de façon contestataire et antisystémique. Et ça, il faut saluer l'effort collectif. Le fait que vous soyez là aussi nombreux fait partie de ces efforts collectifs de prise de conscience et d'organisation. Merci beaucoup pour cet aspect qui est quand même très, très important. Et je pense qu'on va retourner sur ce sujet beaucoup dans le panel, auf dem Panel, das folgt, wo es vor allem um Thomas Sankara und auch die Kampagne geht. Ja, jetzt bin ich wieder ins Deutsche gewechselt, weil ich jetzt gerne die Debatte eröffnen möchte. Und zwar haben wir jetzt noch in etwa eine halbe Stunde, sehe ich das richtig, Herr Röschert und Afrika-Avenir? So ungefähr, genau. Damit wir noch alle was zu essen bekommen in der Mittagspause, bitte ich jetzt alle, die teilnehmen und auch alle, die antworten, sich kurz zu halten und vielleicht auch ein bisschen darauf zu schauen, welche Themen nachher noch besprochen werden, damit man
jetzt vielleicht bei diesen Themen bleiben kann. Wie kam es zu dieser Revolution? Wie kam es zu diesen Demonstrationen, dass wir vielleicht ein bisschen in diesem Bereich bleiben und alle Fragen, die mit Sankara und auch mit dem, was kommt, zu tun haben, auf die nächsten Podien verschieben. Ja, dann würde ich Sie zuerst, die Dame in Gelb. Gibt es Mikros? Il faut le faire pour la... Ça va? C'est bon. Vous pourriez, s'il vous plaît, dire quelque chose sur le rôle des femmes, que les femmes ont joué là pendant le 30 octobre, etc. C'est pour qui la question? Tout le monde. Tout le monde. Ou qui veut répondre? Ok. N'importe. Qui veut répondre? Je vais laisser parler pour le rôle des spatules parce que je pense qu'il y a un rôle très important. Il y a un balai des spatules. Les spatules, ça fait encore plus mal que le balai. Puis je pense que... Mais par contre, j'aimerais rendre un hommage particulier à une femme qui est Mariam Sankara, qui, à la différence de la plupart des veuves de nos martyrs en Afrique, a osé porter plainte et a tenu, malgré les vexations, les exactions, les intimidations, à ce que cette lutte contre l'impunité perdure. Et je crois qu'à elle seule, elle symbolise une grande partie de la résilience de nos femmes africaines par son courage exemplaire, très discret mais efficace. C'est vrai que très souvent, quand on parle pas du rôle des femmes. Elles ont pourtant joué, je dirais, les premiers rôles. Quand je dis les premiers rôles, c'est vrai que nous étions les enfants qui étaient sur le terrain tous les jours. Il y avait, pendant les meetings, des associations de femmes qui étaient présentes. Et même au sein du ballet citoyen, on a des militantes, celles qu'on appelle les cibelles, qui étaient très actives. Et il y a des rôles visibles et des rôles invisibles. Ces rôles invisibles, voilà, quand un guerrier il sort, quand il revient, s'il n'y a pas à manger, tu n'as plus de force pour le sortir. Ça, on était organisés. Il y en a qui vont penser que, oui, ici, ça va être perçu comme étant des seconds rôles. Mais un guerrier qui ne mange pas, ce n'est pas un guerrier, quoi. Voilà. Et il fallait être en renfort. Je dis, on a fait tout le bruit. Mais le jour où les femmes sont sorties avec leurs spatules, ça a changé toute la dynamique. Je sais qu'on était justement en train de faire notre tournée dans la ville avec la 4x4 là, pour les meetings pédagogiques, les conseils pédagogiques. Et on nous a appelé de venir devant la Maison du Peuple parce que les femmes devaient se retrouver là-bas avec leurs spatules. Donc on est venu accompagner les femmes, mais on nous a dit, bon, aujourd'hui là, c'est une affaire de femmes. Restez à côté. Au cas où les policiers vont nous attaquer, vous allez revenir. Mais en attendant, restez juste à côté. C'est ce qu'on a fait. Mais sachant qu'il y a quand même une certaine éducation. Avec toutes ces mamans qui arrivent, qui que tu sois, tu ne vas pas oser taper une femme, quoi. Avec toutes les caméras qui sont là, le policier qui va le faire, il est foutu. Donc quand elles sont arrivées, non, vous ne pouvez pas passer, c'est des ordres. Je pense que Sarah Sérémé l'a si bien expliqué. Est-ce que vous allez oser taper sur votre maman? Est-ce que vous allez oser taper votre fille? Ainsi de suite. Et finalement, les femmes ont cassé le barrage pour passer. Et en plus, il y a un rôle mystique des femmes. Chez nous, quand il y a un problème dans le pays et que les femmes sortent à demi nues, c'est une malédiction. Quand elles sortent avec les spatules, c'est-à-dire l'instrument qu'elles utilisent pour faire la nourriture pour les hommes, si elles sortent avec ça dans la rue, c'est une malédiction pour l'homme. Donc tout ça, ce sont des poids culturels. Et quand elles ont brandi cette force-là, ben, on est une société très, très conservatrice. Et la plupart qui sont des Mossi, les Moira, quand les hommes ils voient ça, ça veut dire que l'heure est très grave. Même ceux qui doutaient, ceux qui ne voulaient pas se mêler à la lutte qui était posée à la maison, dès que les femmes sont sorties,
tous ceux qui se sentaient vraiment hommes ont dit ah, c'est la honte. Nous, on ne peut pas être à la maison et puis nos femmes vont sortir. Donc, ce sont les mêmes qui sortent pour dire aux femmes, rentrez, nous, on va terminer le reste. Et c'est comme ça que les choses sont passées. Mais c'est vrai que ce sont des rôles qu'on ne voit pas trop parce que ça ne fait pas partie du schéma classique de la lutte. Mais il y a même cette image récente de cette vieille femme qui a le poing levé, de cette fille qui a une spatule, elle est du ballet citoyen, qui a soulevé aussi la main, qui crie. Tous, ce sont des images très fortes. Ce sont des images fortes et c'est bien que vous en parlez. Et voilà, c'est pas qu'on... Bon, je ne sais pas qui vous oublie, mais nous, en tout cas, on ne vous oublie pas. Et Frangin, j'ajoute aussi que justement, au niveau de la diaspora, au niveau du ballet citoyen en France, la parité s'est faite naturellement et qu'on est vraiment garçon, homme, fille, d'une façon, en termes de nombre, en équivalence, quoi. Et on participe vraiment tous ensemble aux prises des décisions et qu'on est ensemble sur le terrain, quoi, vraiment. Ok, prochaine question. Je pense que vous étiez la première. La dame ici. Il y a un micro? Oui, mais vous avez déjà posé une question avant. Merci. Ich habe eine Frage an Jan Flickar. Vielleicht hat er gerade schon einen Teil der Antwort gegeben über die Rolle der Frauen, nämlich die Frage, wie es ihr geschafft habt, bei der Erstürmung des Parlaments diesen dreifachen Cordon aus bewaffneten Polizisten, Soldaten, RSP zu überwinden, ohne dass es zu einem größeren Blutbad gekommen ist. Ich weiß, dass es Tote gegeben hat, aber es hätte sehr viel schlimmer sein können. Und ein Teil, der, denke ich, ist erklärt worden. Meine Frage ist, hat es nicht auch in den Köpfen der Soldaten, der Polizisten, ich denke weniger im RSP, vielleicht doch auch schon eine Ambiguität bezüglich des Regimes von Blaise gegeben, dass sie dann veranlasst hat, angesichts des massiven, der Bevölkerung, die massiv in das Parlament drängte, vor allem die Frauen voran, sie doch darauf verzichtet haben, ihre Waffen zu gebrauchen. Danke. Merci. Avec tout le dispositif qu'il y avait, comment est-ce qu'on est arrivé à prendre quand même l'Assemblée nationale? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer un peu plus haut. La stratégie de tout le monde dehors, partout et en même temps. Il y en a qui après ont tenté de dire que c'est parce que Blaise ne voulait pas effusion de sang ou c'est parce qu'ils ont donné l'ordre aux militaires de ne pas tirer. Ils ne pouvaient pas tirer. Parce que personne dans le monde allait accepter. Parce qu'ils ont tenté dès les premières heures, devant chez le petit frère du président, chez François Compaoré, c'est là où il y a eu les premiers morts quand les militaires ont tiré. Mais après, les grands points focaux qui étaient donc l'Assemblée nationale, il y avait du monde, on avait l'impression que c'est tout le Burkina Faso qui s'était retrouvé là-bas. Donc ils ne pouvaient pas tirer. Ils ont tiré en l'air pour effrayer les gens, mais les gens n'ont pas fui. Parce que même ceux qui sont devant, quand ils fuyaient, ceux qui étaient derrière ne savaient pas pourquoi ils fuyaient. Et ils avançaient. Et comme je l'ai dit dans un film, une arme a une limite de munitions. Tu as des cartouches. Quand tu vas tirer, après c'est fini. Si ça finit, tu fais quoi? Voilà. Donc, ils ne pouvaient pas tirer. Il y a eu des morts, certes, mais voilà, je pense que c'est la mobilisation qui a freiné ça. Et ça les a obligés à replier. Et l'autre question, l'ambiguïté au niveau de l'armée. C'est vrai, il y avait déjà ce conflit entre l'armée régulière nationale et le RSP. Parce qu'après la crise militaire de 2011, Blaise Compaoré a fait vider tous les autres camps. Les autres camps militaires n'avaient plus d'armement lourd. Tous ces armements avaient été envoyés au niveau du camp de la présidence. Donc les autres camps n'avaient plus d'armes. Ils étaient des militaires juste de nom avec lesquels on se retrouvait pour boire la bière.
et on se posait des questions, mais ça se passe comment? Et vous vous rappelez, la nuit du 30 octobre, quand Blaise Compaoré est sorti à la télé pour parler d'état d'urgence, on a appelé toute la population à venir dormir devant l'état-major de l'armée. On a encerclé l'état-major de l'armée, disant qu'on préfère se faire tuer devant l'état-major que de rentrer à la maison et se faire enlever comme des poulets. Donc, il y a eu toutes ces pressions morales. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas eu un soutien, par exemple, de la France. Parce qu'on a une base française qui est à Cambouissin. Ils étaient prêts à intervenir au cas où. Mais avec le mouvement de la population, moi je pense qu'ici, la leçon à tirer, c'est qu'un peuple qui se mobilise peut faire échec à toutes sortes de mouvements impérialistes. Et ça, on y croit. Juste pour dire que sur le théâtre des opérations, devant l'Assemblée, effectivement, il n'y a pas eu de tir. Mais quand les gens ont saccagé l'Assemblée nationale, il y a eu la télévision qui a été saccagée, puis la radio n'est pas dans les mêmes enceintes que la télévision. Donc, je faisais partie de ce groupe qui a pris, on suivait Kaboré, Boukari dit le Lion, on est allé à la radio. Et c'est de là-bas que certains ont dit il faut aller piller, il faut aller chez François. Et François Compaoré, c'est le petit frère de Blaise Compaoré, petit frère cadet. Et quand les gens ont commencé à marcher, je faisais partie de ceux qui étaient à la tête. Et entre-temps, quand je me suis retourné, j'ai vu que la grande foule traînait les pas. J'ai rejoint la foule. Et je peux dire que c'est une chance parce que quelques 5 minutes après, on a tiré. Et ceux qui étaient à l'avant, il y a un qui est tombé. Donc, le premier mort, c'était là-bas. Ensuite, quand on a décidé d'aller à Kosiam, et c'est vrai, on a dit qu'il tirait en l'air, mais c'est là-bas aussi qu'il y a eu le plus de morts. Les gens tombaient. Kosiam est la présidence. C'est la présidence du Faso. Donc, c'est à ces deux niveaux surtout qu'il y a eu les morts. Au centre-ville, les gens étaient tellement massifs et que, je crois, l'armée n'a pas osé tirer là-bas. Mais il y a eu aussi une hypothèse qui a été mise. Je n'ai pas pu vérifier totalement, mais on a dit que déjà chez François, il y avait des Togolais, militaires togolais, et que c'est eux qui ont tiré sur les gens, des mercenaires, quoi. Et ensuite, à la présidence aussi, on avait en tout cas émis l'hypothèse que c'était encore ces militaires-là qui tiraient sur les gens pendant que les autres tiraient en l'air. Mais j'avoue, je n'ai pas pu vérifier tout ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, oui. Tous ont compris ce que le monsieur a dit? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, il a dit qu'il y a eu un mort chez Assimi Kwanda, qui était le président du parti au pouvoir. Voilà, il y a eu un mort chez lui. Mais là, il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de morts parce qu'il y a eu des pillages. C'est vrai, dans une révolution, les gens n'ont pas les mêmes intérêts. Pendant qu'on luttait contre le régime de Blaise, il y en a qui en ont profité pour vider des magasins. Et c'est dans le pillage de certains magasins où des gens sont allés pour arracher des sacs de riz que quand ils enlevaient en bas, le gros lot qui était en haut a basculé et est tombé sur beaucoup de gens qui sont morts. Plein de gens aussi sont morts dans des pillages. Et bon, c'est dommage, mais il faut également le dire. Les magasins de Catwell, si vous arrivez jusqu'à présent à Ouaga, les grands magasins, les gens ont troué les murs. C'est là où tu vois que réellement, quand un peuple se décide, il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. Il y avait des barricades, des barbelés et autres, mais ils sont arrivés à percer les murs pour voler les couscous qui étaient destinés à leurs propres enfants dans les écoles. Donc, bon, c'est dommage. Mais après que tout ça ait eu lieu, le ballet citoyen, nous avons demandé à nos militants dans tous les quartiers, si vous voyez quelqu'un qui passe avec un sac de riz ou quelque chose, il faut l'arrêter, le déposer et appeler la gendarmerie. Parce que la gendarmerie nous avait donné un numéro vert où on pouvait les appeler à tout moment pour récupérer tout ce que les gens avaient volé.
parce que pour nous, c'était important que le calme revienne et que la conscience militante là reste dans la tête de la jeunesse. Et même des familles, puisqu'on est passé sur les radios pour expliquer. Donc, il y a des familles où des jeunes avaient volé des sacs de riz. Quand ils sont arrivés, et ils ont écouté à la radio, dit non, voilà, tous ceux qui ont volé de ramener. Il y a des familles où on a dit, bon, ce que tu as ramené là, il faut aller remettre. Parce qu'il y avait quand même un jugement moral qui était fait. Et quelque part, tu ne peux pas être fier d'accepter qu'on ait volé un sac de riz et venir déposer chez toi à la maison. Donc, on a joué avec tout ça pour que le calme revienne très rapidement. Merci. Pour la fin, je vais ramasser 3 questions. Oui, le monsieur avec le micro. Après, c'est un peu difficile. Oui, le monsieur là-bas et le monsieur là-bas. Merci. Ça marche. Oui, merci. J'ai été intrigué par le récit du représentant de la Confédération syndicale faisant état de l'implication totale dès le départ de la Confédération justement dans la lutte contre le régime au pouvoir. Je me suis dit, si ça s'est passé comme ça serait vraiment une grande première, une singularité pour le Burkina Faso. Mais avec la réaction du représentant de Balai Citoyen, j'ai compris que c'était un jeu de récupération sur fond d'action, bien sûr, mais limité, isolé, parce que, comme on le dit, hein, la défaite est orpheline, mais la victoire a plusieurs pères. Donc ça, on se comprend. Mais maintenant, plus sérieusement, je voudrais interroger toute la table sur le retour de ce que vous avez appelé des forces rétrogrades. Cette question me paraît très sérieuse. Dans la mesure où, culturellement, historiquement, économiquement, entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, on peut s'aventurer à dire qu'il n'y a pas de frontières. J'irai même jusqu'à l'aspect stratégique, parce que ce sont 2 pays qui peuvent se déstabiliser mutuellement, réciproquement, en servant de base arrière à tel ou tel mouvement. On se comprend. Ok, d'accord. Alors, ce que je vais dire très rapidement, ce que je vais dire très rapidement, tout en saluant la détermination du peuple burkinabé et de la jeunesse en particulier, quelles sont les garanties qui fondent qu'on dise que les forces rétrogrades ne pourront plus revenir? Qu'est-ce qui peut fonder à dire que la menace militaire est définitivement écartée quand on sait que, comme vous le dites, le RSP est démantelé, mais qu'il a des démembrements en Côte d'Ivoire? Ça a été dit dans les conférences, au niveau de la protection des chefs d'État, etc., etc. Et ceux qui n'ont pas pu rester au Burkina, ils sont aussi en Côte d'Ivoire, c'est sûr. Donc, il y a des bases qui peuvent se constituer. Comment peut-on dire avec garantie, avec certitude, avec les possibilités de renvoi de l'ascenseur? C'est un jeu. On se comprend, je pense que c'est assez clair. Donc, de quelle garantie peut-on parler par rapport à ce mouvement? Ça me semble très, très important. Merci. Samska, désolé, je vais d'abord ramasser autre question. Donc, c'était le monsieur là-bas. Bonjour. En fait, j'ai une suggestion d'abord à demander à Sam Kalodia. Ici en Europe, on entend parler du ballet citoyen. Est-ce que tu peux, par exemple, dire comment le ballet citoyen est né et pourquoi le même nom ballet citoyen et pourquoi aussi vous avez choisi la couleur noire comme couleur de votre t-shirt? Maintenant, je me suis exprimé, je causais hier avec Smokey et je lui ai dit aujourd'hui que les Burkinabés sont un peu fiers d'eux parce qu'ils ont réussi à faire tomber un régime de 27 ans. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui la situation politique du Burkina, le parti le plus favori aux élections présidentielles, c'est le MPP. Et on sait que le MPP est un parti qui a beaucoup travaillé avec Blaise. Et les 25 millions qu'ils ont eu pour déposer comme caution, puisque pour être candidat, l'une des conditions, il faut avoir une caution de 25 millions. Les 25 millions, c'est pendant le régime de Blaise qu'ils l'ont eu, parce que c'est tous des gens pauvres, des gens dont les parents étaient démunis aussi. Maintenant, est-ce qu'à partir de ce moment, on peut dire que la révolution burkinabé est un succès à partir du moment où ceux qui vont venir après Blaise vont peut-être travailler comme lui?
Peut-être j'ai même la réponse à ma question parce que le peuple est là, il est vigilant, et ainsi de suite, mais je voulais avoir la position du ballet citoyen. Merci. Ok, merci. Je vous prie de poser une question, sinon on va pas finir. Oui, c'est à vous maintenant. Désolée, c'est la dernière question, mais il y aura d'autres occasions. En fait, une question très simple. Je crois qu'on parle du ballet citoyen et dans une certaine mesure des syndicats et nos Kayimba, des syndicats. Mais ce qui m'intrigue assez, c'est de... Je me demande si c'est les deux seules forces politiques qui ont vraiment contribué voilà, à la chute de ce régime. Parce que maintenant, ceux qui ont le jeu politique, qui donnent le jeu politique, sont des partis politiques. On voit très peu la société civile. La question de savoir sur la chorégraphie du 30, enfin du 29, du 30, quels ont été les rôles de ces partis politiques-là dans l'organisation sur le terrain et peut-être aussi, dans notre sens, quel a été le rôle de l'armée ces jours-là? Parce que ce n'est pas seulement en un jour. Enfin, pour nous autres qui sommes à l'extérieur, qui avons lu la presse, on a lu qu'il y avait des ordres qui n'ont pas été respectés. Par exemple, la preuve, le numéro 2 du RSP est devenu après le Premier ministre. Donc, c'est un peu ça. Je suis assez étonné que ces choses-là ne soient pas dites. Voilà. Est-ce qu'on peut nous éclairer là-dessus? Ok, merci. Peut-être qu'on va commencer avec la question sur les forces rétrogrades. Qui veut commencer? Bon, je vais y aller rapidement. On a tous la même crainte pour ce qui concerne le retour du système comparé dans une certaine mesure. Et les RSP, il y en a qui se sont retrouvés, comme vous le dites, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il y en a qui ont rejoint les camps militaires. Mais ceux qui ont rejoint les autres camps militaires, suite à leur réaffectation, sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des attaques qui s'opèrent au niveau d'un certain nombre de frontières. Moi, la garantie que je peux peut-être donner, c'est une garantie naïve, c'est qu'on a le devoir de faire confiance aux dirigeants de la transition. Et ce matin, j'étais en conversation avec le président de l'Assemblée nationale pour lui dire mes réflexions en tant que jeune, en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour se protéger. Parce que c'est une question de se protéger aujourd'hui. Et il y a les mouvements djihadistes. Je rigolais en disant que depuis le démantèlement du RSP, les mouvements djihadistes vont bientôt mourir. Parce que leur base arrière, c'était le Burkina. On m'a dit qu'ils sont en train de se chercher un endroit. Ils sont allés au Niger, ça n'a pas marché. Ils se cherchent aujourd'hui une place vers l'Algérie, dans le sud. Ça va être un peu compliqué. Mais une chose est certaine, c'est que depuis le démantèlement du RSP, la question sécuritaire dans la sous-région va se régler un peu. Moi, j'ai beaucoup plus peur pour la Côte d'Ivoire, qui est en train d'aller dans une phase électorale où déjà les campagnes ont fait beaucoup de morts. Je ne sais pas combien de morts il y a actuellement, mais déjà, avant les élections, il y a déjà des morts en Côte d'Ivoire du fait des prochaines élections. Donc, toutes ces questions sécuritaires mises ensemble, je me dis, il appartient au peuple ivoirien, burkinabé, Niger et autres, de se mettre ensemble et trouver la stratégie pour contrer toutes ces forces du mal. Parce que ce n'est pas seulement une affaire du Burkina. On sait qu'il y a un combat, comme le grand frère Aziz le disait, la géostratégie est beaucoup plus puissante que des mouvements comme le ballet citoyen et autres, mais elle sera puissante si on se disperse. Mais si on se met ensemble, je pense que ça pourra aider à quelque chose. Et l'autre question, je n'ai pas pu la noter. Comment le ballet... comment il est né. Voilà, et comment le ballet est né, pourquoi la couleur noire, pourquoi même le symbole du ballet. Je le disais un peu plus haut qu'on a travaillé avec beaucoup de force sur le terrain. En tant qu'artiste, on était invité à des congrès
de syndicalistes, on était invités à des concerts par-ci et par-là. Et chaque fois qu'on allait à ces concerts, même pour la commémoration de l'assassinat de Sankara, la commémoration de l'assassinat de Norbert Zongo, il y avait toujours un plateau artistique parce que les gens se sont rendus compte que quand on dit au peuple que tel artiste vont jouer à tel meeting, il y a du monde qui vient. Et nous en avons aussi profité pour nous renseigner sur un certain nombre d'éléments. Parce qu'il ne suffit pas de chanter, mais il faut être informé pour pouvoir passer le message à travers tes chansons. Donc, tout ça nous a permis de nous rapprocher les uns des autres. Et je le disais, on arrivait à un moment où on ne comprenait plus ceux qu'on suivait, notamment les partis politiques et les syndicats. Et il y a eu un désamour qui a fait que, on a décidé de prendre nos responsabilités. Parce qu'on était arrivé à un moment où toute la lutte au Burkina Faso se passait rien que dans le cadre du collectif contre l'impunité. Chaque fois qu'il y a grève, ou bien, comme on appelle, marche meeting, c'est toujours convoqué par le collectif contre l'impunité. À un moment, on dit, c'est bien leurs histoires de marche meeting, mais avec ça, Blaise va rester ici jusqu'à sa mort, quoi. Et c'est ce qui nous a poussé. On a commencé à s'insulter, on a commencé à se bagarrer, comme on dit. Et autour c'était un soir, autour d'un verre avec Smokey, on a décidé de lancer le ballet citoyen. C'est venu comme ça, un peu comme quand on écrit une chanson. C'est venu comme ça, parce que les jeunes nous posent toujours des questions. Vous faites quoi? On vous regarde. On a lancé d'abord le mouvement. On ne savait pas comment il allait s'appeler. Et c'est encore dans une inspiration. Je lui ai dit, il faut qu'on trouve des symboles. Et le symbole qu'on a trouvé, j'ai dit, on peut prendre le ballet. Le ballet, parce que c'était un instrument. Dans toute famille sérieuse, il y a un ballet. Ou bien, parce que une famille qui se veut sérieuse, propre, doit avoir un balai pour nettoyer les ordures. Et on est parti sur la base qu'il y a tellement d'ordures au Burkina, ce n'est pas les sachets plastiques et autres, mais les ordures, c'est la corruption, c'est la malgouvernance, c'était la question de la modification de l'article 37. Et il y avait tellement de problèmes qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on balaye tout ça. Donc on a trouvé le symbole du balai. Et l'image du balai, c'est quoi? Quand vous prenez un balai, les balais, c'est plusieurs brindilles. Quand vous prenez une seule brindille, la brindille à elle seule est une saleté. Mais quand vous rassemblez toutes les brindilles, elles deviennent un instrument qui peut nettoyer la saleté. Donc pour nous, c'est pourquoi on a choisi comme slogan « Notre nombre est notre force ». Plus on est nombreux, plus on sera fort. Et donc c'est le symbole comme ça qu'on a choisi de balayer, d'assainir, sans se salir. Parce que le balai, quand tu balayes, c'est une ordure que tu enlèves, mais tu ne te salis pas toi-même. Parce que les autres ont fait des révolutions avec beaucoup de sang. Nous, on a dit on veut faire une révolution non violente. Donc les principes du balai citoyen, c'était d'appeler les jeunes à la non-violence. C'est d'ailleurs ça qui a permis, dans une certaine mesure, d'éviter que les jeunes s'attaquent physiquement aux caciques de l'ancien régime. Sinon, on savait tous où ils étaient. Si on avait prêché la violence, il y allait avoir beaucoup de morts. Et comme j'aime à le dire, tous les morts qu'il y a eu pendant l'insurrection, ce sont des gens qui sont sortis pour défendre la démocratie qui ont été tués. Ceux qui voulaient modifier la Constitution, personne n'a été touché. C'est un symbole fort dont les gens ne parlent pas. Et la couleur noire du t-shirt, j'avoue que c'est peut-être un hasard. Oui, parce qu'on en a qui portent des t-shirts rouges, il y en a qui ont du t-shirt jaune. Pour nous, l'important, c'était le symbole. Comment est-ce qu'on arrive à le représenter? Et c'est trouvé que, encore une fois, c'est l'occasion de combattre ceux qui sont racistes. Le blanc et le noir, quand ils se mettent ensemble, ça donne du beau. Et c'est finalement ce qu'on a choisi. Voilà. Donc, le t-shirt noir, quand on faisait une impression blanche du moins là-dessus, à des kilomètres, tout de suite, tu vois le balai citoyen, quoi. Mais bon, ça a été aussi difficile pour nous, lors du coup d'État, que tous ceux qui portaient des t-shirts noirs, ils étaient visés par le RSP. Quand tu as un t-shirt noir, on te tire dessus ou bien on te bastonne. Ou bien encore, tous ceux qui avaient des cheveux de rasta, bon, vraiment, je suis désolé, mais ils ont bastonné beaucoup de rasta pensant que c'était moi. Voilà.
Et puis, Il y a encore le rôle du le MPP, franchement, si on était des politiciens, on aurait pu trouver une réponse à cela. Mais je dis, notre travail, voilà pourquoi je disais que je suis content qu'on puisse à nouveau se retrouver avec les autres forces, c'est-à-dire syndicales. Si les forces au niveau, par exemple, de la société, des OSC, des organisations de la société civile, arrivent à trouver un terrain d'entente avec les mouvements syndicaux sincères, j'ajoute sincères, parce qu'il y en a qui sont fabriqués pour tuer la lutte, mais ça, on va se démasquer et puis on va s'expliquer. Donc j'espère que leur mouvement est sincère, parce que lui-même c'est un guerrier, de toute façon il explique là. On va se mettre ensemble, parce que pour nous le plus important, c'est d'éduquer le peuple. Un peuple qui est éduqué, qui que tu sois, tu ne peux pas l'utiliser. C'est pourquoi je rejoins, pour terminer, cette idée du président ghanéen Rawlings, quand il disait que le combat, c'est de mettre en place des institutions fortes, de sorte à ce que, même quand le diable il vient, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut, mais la volonté du peuple. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on travaille. Et je parlais encore du rôle de la diaspora. Je suis content, il y a Humanis qui représente le ballet citoyen à Paris, mais en Allemagne, vous faites quoi? Vous regardez les femmes allemandes, c'est ça? Je suis d'accord qu'elles sont belles, mais bon, en attendant, voilà. Donc, organisez-vous. Je vois les bras morts qui sont là, la façon d'Anfani, c'est bien, mais bon. L'appel de la patrie. Hein. Et puis, je vois le frère au Cameroun. Il faut qu'on s'organise pour aller à Douala. Hein, tu vois. Donc, oui, c'est tout ça, il faut qu'on mette ensemble. Parce qu'aujourd'hui, le continent, il faut qu'on se mette dans une dynamique de... Il faut qu'on oublie les pays. La jeunesse africaine est confrontée aux mêmes galères. Les mêmes galères qu'on vit. On a été tous affectés par ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Parce que je dis quelque part, la culture que j'ai, elle est moitié ivoirienne, moitié burkinabé, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Quelque part, je suis celui que je suis parce que je suis né en Côte d'Ivoire. Voilà, et je ne renie pas, je dis toujours, mon placenta se trouve à Vavois. Je suis ivoirien parce que mon âme est là-bas. Mais mes parents, ils sont burkinabés, je suis revenu au pays. Mais pour moi, c'est un combat de la jeunesse africaine. Et il faut voir comment on se met ensemble pour réussir ce combat-là. OK. Je sais que c'était seulement Samska qui a parlé. Il nous reste encore une question. J'aimerais bien que peut-être une autre personne va répondre à cette question. Et après, il faut vraiment terminer. Il y aura encore 2 autres panels. Donc, on va le faire comme ça. C'est bon? D'accord. Moi, je vais être très bref. En fait, les recommandations que nous avons, je les ai laissées sur la table. Il est assez facile de regarder pourquoi la classe politique qui s'était braquée de façon plus ou moins unie sur l'article 37. Une fois que cet article 37 n'était plus sur l'ordre du jour, ces partis politiques ont eu du mal à s'unir pour l'organisation, mais il faut quand même signaler que l'UNIR-PS, le principal parti sankariste, a appelé à l'insurrection. Le deuxième élément qui est très important et qui porte sur ces recommandations n'est pas de donner des leçons, mais de tirer des enseignements des expériences révolutionnaires africaines. Nous gagnons sur les terrains politiques, nous perdons sur le terrain géopolitique et économique. C'est surtout à ce niveau que la plupart des régressions se font, lorsqu'il n'y a pas d'audit du patrimoine, lorsque les pays qui soutiennent ces régimes-là en Occident ne sont pas devant leur opinion publique comptable, lorsque la ferveur révolutionnaire tombe, la réelle politique revient. Et la réelle politique, ce sont les codes miniers, les investissements, le désengagement total de l'État, la mise sous tutelle par nos pays, par les institutions financières internationales, etc. etc. Et donc, et pour le cas du Burkina, la chose centrale, c'est la question de l'impunité. Si on ne règle pas la question de l'impunité, l'affaire Sankara, l'affaire des 2 derniers octobre, si ces pages ne sont pas tournées, ces forces-là, tapies, reviendront. On le voit dans le cas de la Tunisie, malgré tout le système, nous avons restauration de l'ordre ancien parce qu'on a négligé la question de l'audit et des transactions financières. C'est un mouvement transnational de financiarisation qui coince ce continent. Il faut que cette bataille s'exporte sur les autres terrains, la question sécuritaire,
Il faut le rappeler, les gens du RSP, mais aussi tous les gens de l'armée, étaient dans le dispositif de l'OTAN dans la sous-région. Ces choses-là, de pompiers pyromanes, ne vont pas disparaître pour rien. Donc je vous recommande pour ceux, parce qu'on n'a pas le temps, de regarder sur la table les séries de recommandations, de les prendre, les amender, les rejeter, mais elles sont à l'ordre du jour sur le continent. Merci. Okay. Vielen Dank auf jeden Fall für die rege Teilnahme und auch vielen Dank natürlich an Sie vier für die interessanten Ausführungen.